Donc voilà, on va commencer. Alors aujourd'hui, là, on va corriger comment je fais pour pas vous montrer le premier DS. Alors j'enverrai un email, hein, vu qu'on est que tous les deux. Mais la semaine prochaine, vous avez DS noté. Ça sera comme le même type que celui sur Tomus. Mais sauf que cette fois, il comptera vraiment à la fin pour la note du E. Hein, on a vu ça avec Madame Baron. Donc normalement, il y a 2 DS de groupe, puis un DS de promo. Et donc là, malgré les circonstances Covid, elle a décidé de un DS de promo noté et, et un DS de promo oui noté et un DS de groupe aussi noté quoi. Donc on fera ça la semaine prochaine. On verra un email hein, vu qu'il y a personne enfin il n'y a pas grand monde sur les présents en général. Et voilà. Euh, Bah, le DS, il sera sur le même ce que vous avez fait sur Tomus. En gros, il y aura adressage IP et puis un peu de modèle OSI, d'ARP. Vraiment, ce sera le même type, hein. Là, il n'y aura pas de grosse différence. Donc, euh, donc voilà pour la semaine prochaine. Donc DS noté. Après, donc tout ça là, je l'ai mis hein, sur Caroline, hein. Moi, enfin, j'ai envoyé un mail là, parce qu'il y a vraiment, il y a personne, hein, mais moi, on m'a dit, normalement, on doit pas vous envoyer d'email, normalement. Vous êtes saturé d'emails et que du coup, si on vous envoie des emails, vous allez paniquer. Donc, bon, là, je vais le faire exceptionnellement, mais normalement, là, vous allez sur le site Caroline Connect. Là, il y a une sorte de site internet. Je sais pas trop comment ça se voit en tant qu'étudiant, mais euh, de l'UE, quoi. Enfin, même pas de l'UE, du DUT, quoi. Première année de DUT. C'est de la merde, cet outil, putain. Ouais, ouais, je sais pas, je peux pas voir, hein, c'est trop. Voilà. Donc vous allez ici, apparemment. Et, bon, je peux pas tester en navigation privée, donc peut-être que je vais vous donner un lien pourri, hein. Vous allez, là, je vous le mets sur le chat, sur le chat info. Là, je vous mets le lien. Là, vous avez le site web de votre année, là, du G3S2. Et architecture des réseaux, vous cliquez. Et là, vous avez toute. Alors pourquoi là ça bug, je sais pas. Mais, en haut, il y a un bug, mais il y a le programme en bas en tout cas, et le programme donc il est fait par semaine et tout est bon. Et là vous voyez j'ai fait donc voilà, semaine du 11 mai, routage plus DS noté. Noté dans le sens il est vraiment noté, hein. Et après voilà, la semaine prochaine, enfin 2 semaines après on fera le routage encore. Et après on fera DNS en demi-groupe. Et après il y aura 2 TP, peut-être un TP, je sais pas, on verra. Et après révision, on verra bien. Donc, ouais, vous avez tout normalement, hein. Donc voilà, tout va bien. Donc voilà, on va corriger. Les notes sont plutôt bonnes. Je partage. Mais bon, toujours un petit peu. Donc voilà, donc ça c'était le sujet de Tomus. Donc il y avait 19 questions. Et donc, quel est le nom de la couche 4 du modèle OSI?
Donc là, la réponse était bien évidemment transport. Ah, je savais pas que je réponde. La couche transport. Donc, je vous rappelle, hein, physique, liaison de données, réseau, transport. C'est bien la quatrième. Ensuite, c'est présentation, session, application. Quel est le numéro de la couche application dans le modèle OSI? Donc ça, c'était la réponse 7. Très simple, hein. À quoi sert le protocole ARP? Alors attendez. Je sais pas si je peux faire, attendez, comme ça. Voilà, comme ça, on peut voir un peu ce que vous avez fait en même temps. À quoi sert le protocole ARP? Donc ça, vous avez tous répondu juste. Il sert à obtenir une adresse MAC à partir d'une adresse IP, hein. Ça, je suis content. Juste. Une entreprise. Donc là, il y a une question sur. Donc là, c'était découpage des réseaux, hein. Ça, c'était une question voilà, un petit peu piégeuse. Une entreprise dispose d'un réseau donc en stage 25 et souhaite faire un réseau avec 31 stations et un autre avec 24 stations. Donc là, le piège était de voir que 31 stations, bah, ça rentrait pas dans 2 puissance 5, hein. 32 moins 2, ça fait 30. On ne peut pas prendre un réseau en slash 27, on est obligé de prendre un réseau en slash 26. Et pour celui-là, en 24 stations, donc 2 puissance 6 ici, hein, pour que ça fasse 31 rentre dedans. Et 2 puissance 5, 32, moins 2, 30. Donc on peut avoir un réseau avec en slash 27 et un réseau en slash 26. Donc, si on regarde juste comme ça, là, vous voyez de tête, hein, je fais, ça va très vite. Je vois slash 27, il y en a un là, et il y en a un là. Donc là, pareil, petit piège, euh, slash 26, vous avez de puissance 6, ça veut dire que c'est des multiples de 64. 160 n'est pas un multiple de 64, donc cette réponse était fausse. C'était forcément par élimination, c'était donc celle-là, quoi. Euh, je refais rapidement, hein, je vous rappelle. Donc si j'ai donc 6 bits, ça vaut 32. Si j'ai 6 bits, ça me fait 64 adresses. J'aime pas trop cet affichage, même si c'est logique, mais. Donc 2 puissance 6, ça fait 64. Hop. Donc 62 autres. 2 puissance 5 égale 32, donc 30 autres. Si je fais 32, parce qu'il y a 32 bits dans une adresse IPv4, hein, et 27, donc sage 27, et 32 moins 6 égale sage 26. Et pour la difficulté, hein, slash 26, 2 puissance 6, on va de 64 à 64. Donc ça fait 6 réseaux slash 26. 0, 64, 28 et 192. Donc 160 ne correspond pas. On a pu adresser de machine dans un réseau en slash 25. Donc là, c'est toujours pareil, hein. Donc on a donc ça fait en slash 24, on a 8 bits, 2 puissance 8
égale 256. Donc là, on a un bit de moins, donc on perd un bit, hein, donc on en a slash 25, donc ça fait 2 puissance 7, du coup, ça fait 128. On retire une adresse pour le réseau et une adresse pour le broadcast, et donc ça fait, donc moins 2, hein, ça fait donc 126. Ça, c'est exactement le même type de question, hein. Tu calcules du nombre d'autres. Donc là, il y a 2 puissance 4, ça fait 16, moins 2, 14. Je l'explique pas. Combien puis-je adresser de machines dans un réseau slash 32? Euh, ouais, pour cette question, je l'aime. Et elle est un peu. Moi, j'ai mis 1 comme bonne réponse au début, j'avais mis 0. Après, j'ai mis 1. Parce que c'est vrai que si vous faites un masque de. Ah, on va faire l'étape de routage ce matin. Et en fait, si je fais ça en routage, c'est pas faux, quoi, si vous voulez, hein. Ça existe. Ça veut juste dire c'est une machine. Donc, voilà. Bon, ça, c'est une question typiquement qui. Bon, c'est pas noté sur Tomus, donc on s'en fiche, mais c'est vrai que c'est pas. Voilà, elle est peut-être pas. Elle est pas terrible, quoi. Donc, moi, je pense. Moi, j'ai mis 1. Donner l'adresse réseau de la machine. Donc là, on a une adresse IP, on nous demande l'adresse réseau. Donc là, c'est pareil, hein, 2 puissance 6 et 64. Donc les réseaux, ils vont en 64, on le sait, hein. Donc, on regarde, il y a une seule réponse en 64. C'est l'avantage des QCM, on n'a pas besoin de réfléchir. En réalité, on fait par élimination, hein. 2 puissance 6, 64. J'ai un seul en 64. Donc c'est forcément la réponse 3. On peut faire évidemment la technique académique. S'il n'y avait pas eu un QCM, on aurait été obligé de le faire. Enfin, obligé. Sans douter, hein. Qu'il y a un QCM ou pas, vous faites 2 puissance 6, vous voyez que ça fait 64. Vous savez que la réponse, c'est un multiple de 64, quoi. Vous savez que 78, c'est plus petit que 64 et plus grand que 64 et plus petit que 128. Tout compris, quoi. Alors, sinon, la technique académique. C'est un slash 26, donc les trois premiers octets ne changent pas. On va convertir 78 en, en, comment ça s'appelle, en binaire. 78, ça fait 0, 1, 0, 0, 72, 16, 78. Voilà, ça fait ça. Si on convertit 250, donc slash 26 égale à 192, hein, je vous rappelle. Et pour faire 192, il nous faut ça. Et donc ensuite, on fait le et logique entre ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous. Donc du coup, ça nous donne 1 et 1 pour 64, donc ça fait 64. C'est donc ça la bonne réponse. Donc là, 2 slash 29, donc là vous avez tout su juste. 2 puissance 3, ça va de 8 en 8, hein, c'est toujours pareil. On va tous les corriger maintenant, surtout que vous avez globalement tous fait juste. Celle-là, elle était un petit peu spéciale. Ouais, spéciale, il y avait plein de valeurs, mais voilà, il fallait juste. Pareil, là c'est un slash 11. Puissance 5, ça va 32 en 32, 0. Là c'est un 0, de toute façon, c'était pour vous perturber un petit peu. Il suffit juste bien. Donnez l'adresse de la machine. Voilà, donc là c'est pareil, ça c'est très simple, c'est un slash 24, il n'y a pas de difficulté, hein. Là, là, on a 3 bits pour le réseau de puissance 5. C'est des réseaux qui vont du coup en 32 et 192. Tout se fait juste.
slash 20. Donc là, c'était l'exercice pour convertir un masque en slash cidre. Là, on a 8 bits, ça fait 255. 8 bits, 255. 8 plus 8, 16. Et ensuite, pour 240, hein, c'est toujours la même chose. On a fait 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et ça, là, égal à 240. Ouais, plus 64, 192, plus 32, 224, plus 16, 240. 4 bits à 1. Donc 8 plus 8 plus 4, ça fait slash 20. Donc là, ça c'était une question piège. Celle-là. C'est le genre de question que moi je détestais quand j'étais étudiant. Et maintenant que je donne je fais des interros, je fais des questions que je détestais. C'est un peu marrant. En effet, donc la bonne réponse, alors ça c'était la bonne réponse théorique, on va dire, quand on applique la chose, hein. C'était ça, mais 258, voilà, vous êtes trois à l'avoir vu, hein. 258 n'est pas une vraie valeur. Enfin, c'est pas possible, on peut pas faire 258 avec 8 bits. Ça, c'est une adresse IP qui n'est pas valide. Voilà, vous voyez, en plus, j'étais vraiment fourbe, hein, j'ai juste mis 258. Toujours que ça soit discret, hein, j'ai pas mis un 860, bien visible. Juste un petit 258 tricky. Donc voilà, vous n'êtes pas trois à l'avoir vu, c'est bien. Ouais, même si j'aime pas ce genre de questions, je pense qu'il y aura voilà, il y aura des questions comme ça au au DS noté de la semaine prochaine. Voilà, là, c'était pareil. En effet, il n'est pas possible, vous avez bien compris, pas possible d'avoir un masque en 255.64. D'ailleurs, en fait, ces questions avec des énoncés faux, c'est pas terrible, mais en même temps, ça permet bien de voir si vous avez compris, hein. Parce que là, donc ça, c'est pas possible. On peut pas faire 258 en binaire, c'est pas possible. Et de la même manière, un masque, je vous rappelle, un masque sous réseau, c'est que des bits à 1, comme ça, hein. Et une fois que il y a plus de 1, on ne peut plus que mettre des zéros. C'est le principe des bits de points forts et des bits de points faibles. Donc un masque ne peut faire que ça, hein. Donc à partir du moment où on a 64, 64 il est après 128, hein, donc il ne peut pas avoir un 0,1 ici comme ça sur un masque. C'est pas possible. Pas possible pour un masque de sous-réseau, quoi. Ça fonctionne pas comme ça. Donc évidemment, ça c'était pas possible. Il fallait forcément fallait mettre que c'était une erreur. Là, on a une petite question simple. Donc les cas, voilà, il y a quelques réponses fausses, on va expliquer. Donc là, on a une entreprise qui dispose d'un Sage 27. Donc ça veut dire que là, de puissance 5, donc elle a 32 adresses IP, cette entreprise. Et donc, elle souhaite faire un découpage en 4 sous-réseaux. Donc là, c'est déjà, vous voyez, 32 divisé par 4, ça fait 8. Là. Donc, on pourrait dire de là, déjà 8, ça fait 2 puissance 3. Ça sera forcément des slash 29. Là. Mal. Enfin, ça, c'était la réponse. Forcément, c'était pas mal. Donc là, on a d'autres slash 29, mais ça correspond pas à slash 29. C'était un piège, évidemment. Donc, 32 divisé par 4, on trouve on trouve 8, on trouve ce slash 29. Ça, c'est une technique. C'est plutôt dans de la technique tricky que de la vraie technique, hein. La vraie technique qu'il fallait faire, c'était de dire on a un slash 27. L'énoncé nous demande deux nouveaux sous-réseaux. Deux nouveaux sous-réseaux, ça fait 2 puissance 2. 2 puissance 2, enfin, on nous demande 4 nouveaux sous-réseaux, excusez-moi, hein. 4 nouveaux sous-réseaux. Combien il me faut de puissance de 2 pour faire 4 sous-réseaux? Pour faire 4 sous-réseaux, il me faut 2 puissance de 2. 2 puissance 2. Donc s'il me faut 2, ça veut dire qu'il me faut 2 bits en plus. Donc je perds 2 bits. C'est-à-dire que je fais des slash 29. 27 plus 2, 29. C'est ça la vraie logique. De la même façon, si je vous avais dit, et souhaite faire des 6 réseaux, là il aurait fallu se dire, ok, il veut 6 sous-réseaux, le gars là. D'ailleurs c'est pour ça que la division ne marche pas, hein. Si vous me faites 32 divisé par 6, on compte
rond, ça fait 5 et quelques. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas 5. Il n'y a pas de puissance, donc ça marche pas. Donc, la technique de la division, ça marche pas toujours. 6 sous réseau, combien il me faut de puissance de 2 pour faire 6 sous réseau? Donc là, c'est pareil, ça tombe pas rond. Il m'aurait fallu 8, enfin 2 puissance 3 pour faire 8. Parce que dans 8, il y a 6. Hein. Donc, bien prendre cette logique-là, de dire j'ai 27 bits à 1, combien de sous-réseaux je veux? J'en veux 8 ou 6 ou 7. Combien il me faut de puissance de 2 pour avoir ce chiffre qui m'est demandé? Dans le cas de l'énoncé, c'était 2 bits. Si c'est 6, 3 bits. Et après, bah, vous avez donc 27. Vous passez soit en slash 29 ou en slash 30, hein, et après vous faites les réseaux. Et après, souvent dans ces questions-là, hein, le but est de voir comment vous découpez et pas de dire ah est-ce que c'est bien d'avoir des réseaux avec 2 adresses, enfin 4 adresses, donc 2 pour les autres. C'est pas ça qu'on vous demande en général, hein, c'est de répondre à la question. Sachant que les exercices, on le verra, on fait le routage après. Les réseaux en slash 30, c'est assez commun, hein. Notamment pour le routage, en fait. Quand vous avez 2 routeurs qui sont interconnectés, on les adresse dans des slash 30. Voilà. Donc voilà, on en était là. Donc là, ça c'est une question un petit peu sur ARP. Donc c'est si une machine utilise l'adresse IP, blablabla, tente de faire un ping. Donc là, ce qui était intéressant dans la question, c'était de voir évidemment que les 2 machines n'étaient pas sur le même réseau. Quel sera le premier échange sur le réseau? Là, il y avait 4 propositions. Donc là, c'est un ping. Donc là, je pars du principe que vous savez que ping, c'est ICMP déjà. Donc c'est pour ça, ça c'est un piège entre guillemets. Donc, est-ce que donc la machine envoie directement une requête ICMP? Voilà, je vous mets même des notions de cours directement dans la question, histoire de vous instruire. Voilà. En effet, un ICMP, c'est le protocole 1 dans le paquet IP. Donc voilà, donc c'était évidemment pas ça, hein, la réponse. Macro envoie une requête à RP à Buniz. Bah, évidemment que Macro ne peut pas envoyer une réponse à Buniz, requête à RP, parce qu'ils ne sont pas sur le même réseau. Et on avait vu en cours plusieurs fois hein, que les requêtes ARP ne traversent pas les routeurs. Donc si 2 machines ne sont pas sur le même réseau, ils ne peuvent pas s'envoyer des requêtes ARP. Macro a une requête DNS, bon ça il fallait que... C'est parce que je voulais mettre 4 propositions que je ne savais pas quoi mettre. Et ensuite, la bonne réponse, Mancro va envoyer une requête ART pour obtenir l'adresse MAC de son routeur. Voilà, c'était ça la bonne réponse, évidemment. Parce que la première chose qu'une machine, elle doit faire pour envoyer une trame Ethernet, c'est connaître l'adresse MAC de destination. Il faut bien comprendre ça. Hein. Si nos machines communiquent quasiment toutes en Ethernet, donc il faut forcément pouvoir forger la trame Ethernet, mettre les informations nécessaires dans la trame Ethernet, ce qui veut dire mettre une adresse MAC de destination. Donc, sachant que la trame, l'entête Ethernet ne dépasse pas les routeurs, ça veut dire que la seule chose qu'on peut mettre en termes d'entête, c'est l'adresse MAC de son routeur si on veut contacter une machine sur un autre réseau. C'est évidemment ça la réponse. Si la machine Mancro utilise l'adresse IP blablabla et tente de ping machine Buniz blablabla, donc là, ils sont sur le même réseau. Là. Donc là, voilà, on est sur... En fait, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, première question, on est dans le cas d'un routage qu'on appelle indirect. Ça veut dire qu'il y a un intermédiaire, hein, il y a un routeur. Et là, on est sur le même réseau, donc on va faire du routage direct. Et donc, Mancro, il envoie directement l'arcade ARP pour obtenir l'adresse MAC de Muniz. Parce que, vu qu'ils sont sur le même réseau, ils peuvent communiquer en mettant les adresses MAC de destination. Mancro, il peut mettre l'adresse MAC de destination de Buniz, vu qu'ils sont sur le même réseau. Là, une dernière question. Une entreprise dispose d'un réseau en slash 26 et souhaite faire 2 réseaux qui pourront contenir 14 machines. Et il signale qu'elle souhaite maximiser les adresses pour un usage futur. Donc là, on a un slash 14. Donc là, voilà, je vous dis de faire, voilà,
je précise ce que je veux. Est-ce que je l'ai mis? Un slash 26, est-ce que j'ai mis des slash 27? Voilà, j'ai mis des slash 27 qui sont valides. Le but c'était de là de vous dire, je veux pas découper le réseau en deux, hein, mais voilà, là il y avait, en fait, il y a trois types d'exercices sur le découpage de sous-réseau. Premier type d'exercice, on vous dit je veux, comme on a fait juste au-dessus, ici là, voilà, je souhaite faire 4 sous-réseaux. On vous met une contrainte du nombre de réseaux. Donc là, je vous ai mis une information, faire 2 réseaux. Donc là, vous auriez pu me dire, ok, il faut 2 réseaux, donc je prends un bit en plus. Mais là, il y avait une autre contrainte, hein. Donc c'est la contrainte par nombre d'autres par machine. Là, des fois, on va vous dire, voilà, je veux 14 autres, et là, vous prenez, ok, 14 autres, il veut au moins 4 bits, du coup, de puissance 4, 16, moins 2, 14. Donc 4 bits pour les réseaux, enfin pour les machines. Donc 16-28. Et là, il y avait un peu après, là, il y avait, une fois qu'il y a la contrainte des machines, en général, c'est ce qu'il y a de plus, ça peut être ce qui est souvent le plus limitant. Après, des fois, j'aurais pu dire aussi au moins 14 machines, et un peu des questions un peu piégeuses. Je veux deux réseaux avec au moins 14 machines, mais je sais que ça va grossir, quoi, donc je prends large. Voilà, on peut vous mettre des questions comme ça, histoire de vous perturber, de vous induire en erreur, quoi. Questions sympathiques, quoi. Donc voilà, donc je crois qu'il n'y a pas de questions. Vous avez globalement fait bien. J'affiche le chat quand je suis en mode partage. Donc là, on va voir maintenant, on va passer au, au TD. Sur le routage. Donc là, donc voilà. Donc aujourd'hui, on va voir le routage. Le routage, c'est je suis une machine, j'envoie un paquet à une destination. Souvent, la destination, c'est une adresse IP. Enfin, c'est toujours une adresse IP, hein. Je vous rappelle, si vous allez sur google.fr, votre navigateur, vous tapez google.fr, mais votre navigateur, il connaît pas google.fr en réalité. Donc, il fait une requête DNS, hein, pour traduire le nom google.fr en une adresse IP. Et ensuite, votre PC, il regarde ce qu'on appelle la table de routage. Et à partir de là, la table de routage, elle vous dit, alors comment c'est sous Windows, je crois, comme sous Linux, non, route, voilà. Donc voilà, ça c'est la table de routage de ma machine. Donc là, vous voyez, donc il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur cette table de routage. En gros, j'aurais dû mettre en VPN. Je vais mettre en VPN. J'espère que ça va pas me déconnecter. Alors, est-ce que je suis encore dans Disco là? Ah oui, alors du coup là, je suis en mode. C'est vraiment de l'iori. En fait, là, je suis en train d'enregistrer mon écran, donc je peux pas voir si mon micro fonctionne, quoi. Quelqu'un qui est potentiellement qui m'entend peut confirmer qu'on m'entende toujours. Merci. Même dingue, quoi. Vu que je suis en mode enregistré, je peux pas voir si je parle, quoi. C'est qui a développé ça.
là, nouvelle route print. Donc là, vous voyez, là, ça devient un peu plus compliqué. Donc en fait, là, le VPN de Lyon 1, il fonctionne ce qu'on appelle en mode split. Ça veut dire qu'il monte un VPN, mais tous les réseaux ne sont pas forcément atteints via le VPN. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans le réseau de l'entreprise est atteint par le VPN. Donc, si on regarde ce que j'avais au-dessus, donc là, vous voyez, là, j'avais rien de très intéressant, hein. En fait, là, j'ai une route par défaut. Donc, des zéros, ça correspond à toutes les adresses IP. Ça veut dire que toutes les adresses IP correspondent à ce pattern. Et je les envoie à 192.168.1.254, qui est donc l'adresse de ma box. Donc ça, vous voyez 127, ça c'est des, je vous rappelle, réseau de bouclage. Et vous voyez, et là on voit des masques de sous-réseau en 255. Adresse de broadcast de mon adresse de bouclage. Pareil, c'est toujours moi. Ici, ça c'est le réseau APIPA de Windows. Ça veut dire que quand vous n'avez pas de réponse d'HCP, Windows il se met là-dedans. J'ai une interface, une route pour mon réseau local. Je suis en 192.168.1.0. Donc voilà, adresse de passerelle onlink qui met Windows. Donc ça veut dire que vu que c'est mon réseau, et bah pour atteindre ce réseau, j'utiliserai mon adresse réseau à moi et je ne ferai pas de routage en fait. Vous voyez la différence? Là, j'ai une adresse de passerelle parce que je vais router le paquet. Enfin, j'envoie mon paquet à une autre destination qui s'occupera de mon paquet. Par exemple, par contre, pour 192.168.1.0, je n'ai pas d'adresse de passerelle parce que je suis sur mon réseau qui est directement connecté. Ça veut dire que là, je vais envoyer des requêtes ARP et je vais directement communiquer avec les gens sur ce réseau-là. Après, j'ai une adresse voilà, les broadcasts Windows, il les met comme ça, là, en /32. Mon adresse en /32, c'est normal. Là, on a des adresses de routage pour le multicast. Voilà, donc ça c'est Windows, hein, il met plein de choses. Hein, si on était sous Linux, on n'aurait eu que deux lignes. On aurait eu l'adresse en 0/0 ici et l'adresse en 168.1.0/24. Voilà, qui sont les deux vraies routes, sens de routage pur, hein, qui devraient apparaître sur une table de routage, un poste client. Bon, Windows, il fait sa sauce, mais bon, c'est pas, il fait ce qu'il veut, hein. Mais sous Linux, on n'aurait pas eu ça. Et ça aurait été bien plus proche de la réalité. Donc après, là, je me suis connecté en VPN. Donc là, et vous voyez, là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des nouvelles routes. Et j'ai notamment voilà, des choses plus... j'ai des choses différentes, j'ai des lignes en plus. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai 10.0.0/8. Ça, c'est toutes les adresses en 10. Et là, en gros, je les envoie, vous voyez, à l'adresse de la passerelle 172.29.01. Donc ça montre qu'on a fait un tunnel VPN. Enfin, ça veut dire, envoie, si tu veux contacter une machine en 10.0/8, et bah tu l'envoies dans le VPN. Donc là, on voit qu'on a vraiment des routes, dans le sens, hein, on n'envoie pas tout à 192.168.1.254. Selon là où je veux aller, sur quel site je veux aller, j'enverrai mon paquet à une adresse IP différente, enfin une passerelle différente. Là, on le voit pour 10.0, voilà, ça c'est le VPN. Là, ma passerelle par défaut, c'est toujours ma Freebox. Et là, on voit par exemple aussi, là, ce serveur en 130 quelque chose. Vous voyez, là, c'est assez étrange. On a une seule adresse IP, 130 79 200 181. On va regarder. Moi, je sais pas ce que c'est. Je vais regarder ce que c'est. On va regarder ensemble. On va regarder ce que c'est, cette machine qui est comme ça, là, toute seule, isolée, qui va dans le VPN. Et voilà, Unistra, c'est une université de Strasbourg. C'est assez étrange. Euh, et ça n'a pas l'air de fonctionner. Ok. Donc là, on ne sait pas trop, hein, pourquoi il y a une adresse IP qui est comme ça, qui est poussée via le VPN. Là, je vous le montre, hein, regardez. Il se passe rien. Il se passe rien. On n'arrive pas à l'atteindre. On peut essayer de la pinguer, cette machine. Voilà, ça ping. Ok. Et là, regarde, on peut faire un trace. Alors, je crois que c'est tracer. Non, je crois que c'est trace route sous Windows. Et on peut
Là, en gros, Traceroute, c'est un outil qui nous dit par où on passe pour atteindre une machine. Donc, alors. Bon, après, il faut que ça réponde. Ça répond pas. Je crois que je peux pas faire CTRL-C sous une si. Bon, on va arrêter avec cette machine-là. Par exemple, là, je vous ping un serveur qui est sur la fac. Là, on voit il est 192.168.74.6. Et donc, 192.168, slash 16 ici, ça va dans le VPN. Donc là, bon, évidemment, là, c'est chiant. La passerelle VPN, elle a pas l'air de répondre au ping. Donc, du coup, bah, j'ai un délai d'attente dépassé, mais normalement, on aurait dû voir. Voilà, la passerelle répond pas au ping. Là, bon, il y a des gens, ils font ça, ils décident que les équipements répondent pas au ping. Moi, si je sais que vous devez, l'essentiel, vous voulez devenir développeur, mais si vous voulez faire de l'admin système, moi, je vous déconseille cette méthode. En gros, pourquoi les gens disent ouais, il faut pas que ça réponde au ping? En gros, ouais, c'est un défaut de sécurité, ça craint, ça fait peur. Si un hacker il fait un ping, il voit qu'il y a un équipement, voilà, euh, c'est n'importe quoi comme méthode, c'est de la merde. Moi, vous voyez, là, je fais un NSLOOKUP sur une adresse IP, bah, je vois que ça existe. VLAN, ah, non mais, ça m'énerve. Après, je crois que c'est un bug de l'ASA en réalité, hein. C'est pas un choix du service réseau. L'ASA, il y a un bug sur les réponses de ping. Et là, vous voyez, on se fait un host sur un NSLOOKUP, on résout, on a une adresse IP, on veut obtenir le nom DNS. Donc en fait, là, on fait l'inverse de ce qu'on fait normalement avec le DNS, hein. On a ce qu'on appelle une résolution inverse. On verra ça au dernier TD. Donc là, c'est à partir d'un nom. Non, 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 ouais, à partir d'un nom, enfin, à partir d'une adresse IP, je cherche à obtenir un nom, ce qui est l'inverse de ce qu'on fait en DNS. Là, je fais un NSLOOKUP sur l'adresse IP. On a donc toutes les informations. On sait que c'est un ASA, c'est le VPN UCBL, c'est un ASA. ASA, c'est un type d'équipement chez Cisco. Vous voyez là, juste avec un NSLOOKUP, on a des informations sur la marque de l'équipement, sans rien faire. Ça veut dire que on est extérieur à ça. Ah non, il faut être quand même à l'intérieur du réseau pour avoir cette information. Et après, on sait qu'on est quand même dans le VLAN 892. 1892. On a même l'information du numéro de VLAN. Euh, voilà. Donc après, voilà, donc là, il y a d'autres routes. Donc, vous voyez, là, tous ces réseaux en 193, 51, 99/24. Là, on a plein de slash 24 aussi. Et donc tout ça, là, toutes ces adresses, là, ça, c'est les UFM, ça. Les ESP, pour ceux qui connaissent, c'est là où on forme les profs. Donc voilà, donc là, on a une grosse table de routage avec plein de choses. Donc pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est pour comprendre ce magnifique schéma qui est donc là maintenant, qui est l'acheminement d'un paquet au terme du processus de routage. Et donc voilà. Donc là, il faut voir que là, il y a un paquet qui rentre. Ici, là, comme ça, l'attaque. Donc le paquet, le système d'exploitation, qu'est-ce qu'il fait déjà? Il vérifie le CRC au niveau de la trame Ethernet. Il vérifie si, si en refaisant le CRC, est-ce que ce qu'il a reçu correspond au CRC? En gros, voilà, je vous envoie un fichier qui contient salut, je m'appelle Toto, je fais un HMD5 de ça. Dans mon message, à côté de mon message, je vous envoie le HMD5. Et là, vous voyez que le MD5, vous faites l'opération sur le fichier, ne correspond pas, vous n'avez pas la même valeur. Donc le fichier est altéré. Il n'y a plus salut, je m'appelle Toto dedans. Il y a une autre valeur, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Le système s'en fout. Il dit si les opérations de vérification de checksum ne donnent pas la même valeur, on supprime silencieusement le paquet. Ensuite, si le checksum il est vérifié, on envoie ça au système d'exploitation. Si le paquet il est destiné, donc ça, quand on a un client, ça en général, bah, ça peut arriver, hein, mais ça arrive rarement. Et si on a un routeur, typiquement, même un Linux, hein, il n'y a pas que les routeurs, mais si vous êtes entre deux réseaux, par exemple, alors
j'ai fait dans l'interro là. On avait Mancro et on avait un routeur comme ça là. Bon, vous voulez pas, je fais une lampe. On avait ça, un truc dans le genre. Donc là, Mancro il a envoyé un paquet, je vous rappelle. Il envoie un paquet là comme ça là, à cette adresse IP là, enfin à cette adresse MAC, qui contient cette adresse IP, hein, je vous rappelle. Donc là, le routeur, lui, il a une adresse IP, il a une adresse IP, on va dire, en. Hop, lui, il a une adresse IP en 192.168. Comme ça, et lui, il a deux cartes, il a deux adresses IP, un coquin, comme ça. Donc là, Mancro, il envoie la trame Ethernet à son routeur, là, avec l'adresse MAC Ethernet du routeur de cette interface 1, mais ça contient destination IP, c'est l'adresse de Buniz, je vous rappelle. Et ouais, Bumise, là, je sais, mais je peux pas, hein, ce shell est pourri, je peux pas changer, hein, je peux pas corriger. Donc là, le routeur, qu'est-ce qu'il fait lui? Il reçoit un paquet, donc il est à la destination au niveau 2, il est destinataire au niveau de l'adresse MAC, mais il n'est pas destinataire au niveau de l'adresse IP. Et donc, est-ce qu'il est destiné au système d'exploitation? La réponse est non, pas son adresse IP. Et par contre, si ça avait été l'adresse IP du routeur, ça serait envoyé directement au système d'exploitation et là, il serait géré ensuite par le système d'exploitation. Là, on aurait eu un peu le remonter des couches. Est-ce que j'ai une socket TCP qui écoute sur ce port-là, ainsi de suite, quoi. Donc là, ce qui nous intéresse plutôt, dans le cadre du routage, cas ici, hein, c'est l'adresse de IP n'est pas destinée au système d'exploitation. Donc là, la réponse est non. Là, le routeur, il regarde au niveau du paquet IP ensuite. On regarde si on est à la destination, on est au niveau du paquet IP, je vous rappelle, on est niveau 3, c'est là où il y a l'IP destination. Je vous rappelle aussi, on en avait parlé, parce que quand je vous mets le schéma de la trame Ethernet, de la trame, du paquet IP, je vous rappelle, moi, c'est un peu la slide qui ne m'intéresse pas des masses. Mais la seule chose que je vous dis globalement là-dessus, regardez ça là, le protocole, et je vous parle surtout du time to live. Vous avez sûrement fait un schéma. Time to live, c'est le temps restant à un paquet pour vivre sur un réseau IP. On en avait parlé parce que je vous avais dit, imaginez, vous aviez trois routeurs comme ça, mais ça on le fera en plus. Ah, on le fera pas d'ailleurs. Vous avez trois routeurs comme ça qui sont mal configurés. Et lui là, il dit, ok, pour envoyer cette adresse IP, j'envoie à lui. Et lui il dit, je dois envoyer à lui. Et lui il dit, je dois envoyer à lui. Et là on avait des paquets comme ça là, qui tournaient en boucle. Vous en avez parlé. Et en gros, pour faire ça, on avait fait le time to live. Et ça, ce qui permet, en gros, de dire le time to live, à chaque fois que je traverse un routeur, je décrémente la valeur de 1. Et si la valeur, elle est de 0, là, c'est ce qui se passe. Donc là, je reçois le paquet. C'est moi, pas moi qui suis destinataire. Je décrémente 1. Est-ce que je suis à 0? Si oui, je supprime le paquet ICMP. Sinon, je regarde la table de routage. Et donc là, si on était un routeur, on regarderait exactement. Bon, là, il y a plein de choses, hein, c'est un petit peu barbant là, est-ce qu'il y a trop de choses? Mais, je suis sous Windows, je crois que je peux pas me connecter sur. Si ça existe déjà.
Ouais, je peux pas me connecter parce que je suis sous Windows. Que ça accepte pas les clés StOS. Donc bref, on va garder cette magnifique vue là avec plein de routes qui servent à rien. Et donc là, je regarde l'adresse. Donc là, j'ai une route par défaut. Donc là, la route par défaut, donc là, vous voyez par route trouvée, si on a une route par défaut sur l'équipement, quoi qu'il arrive, l'équipement, il y aura une correspondance. Là, le but, c'est de fouiller la table et de trouver une correspondance. Un peu comme nous, quand on faisait des calculs d'adresse IP pour connaître l'adresse de réseau. Là, c'est exactement la même chose, hein. On a une adresse IP, on regarde si ça correspond à un pattern. Donc là, le 0, enfin 0/0, ça va forcément matcher, hein. Ça match toutes les adresses IP. Et, euh, et après, on regarde, on descend de manière un peu plus précise. Donc là, par exemple, si je prends de la même manière, on va prendre un cas, je prends google.fr. Google.fr, c'est 172.217. Donc là, mon PC, s'il reçoit un paquet IP à destination de 72.217, il va regarder est-ce que j'ai une table, une ligne plutôt, dans ma table de routage qui correspond à 172.217. Donc là, il est là comme ça. Il regarde, il regarde, il regarde, il regarde, il regarde. Et là, 172.217, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc là, vu qu'il n'y a rien, il va envoyer à la table de routage. À la route par défaut, excusez-moi. Ça correspond à tout. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que si j'envoie quelque chose en 134, oui, 134, 214, voilà, 134, vous voyez, alors ça change. Ah ouais, c'est marrant ça. Vous voyez là, il y a très intéressant ce qu'il y a. Donc là, on a une table de route dans la table de routage, on a une entrée pour 134, 214, 16, donc toutes les adresses IP en 134, 214, je les envoie dans le VPN. Par contre, vous voyez là, 134, 214, 200.26, c'est un slash 32, donc ça veut dire uniquement cette adresse IP. On l'envoie via ma Freebox. Ça veut dire que ça, c'est la frontale web de l'université. Donc, pour la frontale web de l'université, euh, on passe par un autre Freebox, on passe pas par le VPN. Il y a sûrement des raisons. Comme ça, là, je sais pas, mais il y a sûrement une raison. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, on a 134, 214, 200.26. Elle est dans 134, 214, 16. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand on a des routes, comme cette adresse correspond à celle-là aussi, à cette route par défaut qui correspond à tout, hein, le système d'exploitation, il va essayer de regarder quelle est l'entrée la plus proche de 134, de l'adresse IP demandée, de l'adresse IP envoyée. Si je tente d'envoyer un paquet IP à 134, 214, 90.27, 23, cette route de routage, ça correspond. 134, 214, ça correspond. Ça correspond aussi, hein. Là, j'ai un peu bugué. Je réfléchissais déjà à la suite. Donc là, on a un 90.
23, hein. Je dirais comme ça de tête. J'aurais pu mettre un slash 24 aussi pour pas m'embêter. Un slash 23, ça correspond. Là, il faut imaginer évidemment des destinations différentes à chaque fois, hein. Donc, et là, là, ce qui est important, donc si j'envoie un paquet à 90-23, là, ça va être ça qui va matcher parce que c'est ce qu'il y a de plus proche, c'est là où il y a une meilleure correspondance, là où il y a le plus de bits qui vont correspondre, c'est là où le masque est le plus petit, dit autrement. Et donc là, c'est ça qui fait que on va prioriser destination 4 à toutes les autres. Donc là, après, on regarde ensuite si on fragmente, c'est ce qui a besoin de fragmenter le paquet, typiquement est-ce qu'il est trop gros. Et après, reconstruction en tête IP, typiquement on enlève le TTL, ce genre de choses. Et ensuite, transmission, on régénère l'entête avec l'adresse MAC, car on met son adresse MAC, l'adresse MAC de destination du routeur, enfin de source du routeur, l'adresse MAC destination du prochain routeur ou de la machine, évidemment. Ça, j'en ai déjà commencé à en parler tout à l'heure. Donc c'est la notion, ça c'est pareil, pour vous poser des questions un peu pourries, des fois c'est pas mal ça. Routage direct, routage indirect. Donc, lorsqu'une machine veut émettre un paquet, applique son masque de réseau logique à l'adresse et logique à l'adresse IP destination, elle obtient une adresse réseau. Elle va regarder ensuite si cette adresse réseau de correspondance correspond à sa propre adresse réseau. Donc là, on a un peu la même question qu'ARP qui m'a fait parler du routage tout à l'heure. Si elles sont identiques, on est sur le même réseau, on a du routage direct. Donc c'est requête ARP au destinataire directement. Si elles sont différentes, routage indirect, on envoie le paquet au routeur. Pour essayer de retenir, vous voyez un mémo technique, hein, indirect, il y a un intermédiaire, c'est donc c'est simple. Moi, c'est ce que j'utilise. Routage indirect, 1 comme intermédiaire. Donc il y a un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est qui? C'est le routeur. Hein, c'est le gars là qu'on a dessiné ici. Voilà, c'est lui. Cette magnifique lampe. Je sens que vous êtes des grammards nazis du réseau. Donc voilà. Ça, c'est une notion importante. Ça, je vous le dis. Ça, Madame Marron, elle aime bien mettre des questions comme ça lors du DS2 promo. À mon avis, moi, je vous mets ma main au coupé que vous aurez une question comme ça. Routage direct, routage indirect. Donc là, configuration du client. Donc ça, c'est comment configurer une carte réseau sur sa machine. Ça, bon, moi, je suis un vieux, je suis sous Windows 7. Ça ressemble probablement, c'est un peu différent. En gros, là, ce qu'on va vous montrer, c'est ça, hein. Là, vous voyez, moi, je suis en ce qu'on appelle en THCP. C'est-à-dire que moi, je me plug sur le réseau et de manière dynamique, j'obtiens une adresse IP. Donc, j'obtiens une adresse. Et donc, moi, sur DHCP, c'est dynamique. Moi, j'ai configuré mes serveurs DNS, c'est les serveurs d'OpenDNS. Donc, ça, c'est pour, en gros, si ça, c'est quand vous êtes un petit peu voilà, un mec qui veut défendre la vie privée sur Internet. Voilà, si vous êtes en France, vous allez sur un site de piratage, par exemple. Typiquement, hein, ou de site de terrorisme, hein, vous n'avez pas le droit de faire ça, hein, mais, voilà, imaginons. Et que, en gros, bah, l'État français, ils disent, si vous utilisez les DNS de votre opérateur, il va dire, bah, écoutez, si le gars vous demande comment devenir un terroriste.fr, et bah, je n'aurai pas de réponse. Donc là, il y a des DNS libres, enfin, et en gros, eux, voilà, ils sont pas l'État, voilà, OpenDNS. En plus, OpenDNS, ils font le DNS over HTTPS maintenant. Ça veut dire que quand mon navigateur fait une requête DNS, ben, mon navigateur, ça perce du HTTPS et pas en clair. Donc ça veut dire que mon opérateur ne voit même pas sur quel type de mes requêtes DNS. Voilà. C'était pas du tout ça le sujet, mais voilà. Les adresses IP, donc là, voilà ce qu'il faut configurer. Donc une adresse IP. Je configure une adresse IP sur le réseau. Je configure le masque de sous-réseau associé à ça.
Donc, et là, la machine détecte, calcule elle-même dans quel réseau elle appartient. Et après, on met une passerelle par défaut. Donc, la passerelle par défaut, c'est le routeur. Donc là, l'adresse IP d'un Freebox, par exemple. Donc là, c'est exactement ce qu'il va vous montrer. Donc voilà. Alors, voilà. Donc ça, c'est une très bonne remarque dans ce cadre vert là. C'est que votre passerelle, elle est forcément dans votre sous-réseau, quoi. Vous pouvez pas dire, j'envoie un paquet, voilà. Vous êtes en France, vous êtes à Marseille, vous voulez envoyer un paquet, je sais pas, en Australie, et vous êtes à Marseille, vous allez pas envoyer votre paquet, vous allez dire, prochaine étape pour envoyer mon paquet, je sais pas, c'est genre à Turin, quoi. Vous voyez? C'est forcément à Marseille, quoi. Dans votre réseau, quoi. Vous pouvez pas envoyer à Tataouine-les-Bains. Pourquoi? D'ailleurs, il faut pas envoyer à Tataouine-les-Bains. Il y a une logique à ça, c'est pas parce que je l'ai décidé, c'est comme ça. Parce que, je vous rappelle, pour envoyer un paquet IP à une machine qui est dans un autre réseau, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit forger quand même une trame Ethernet, je vous rappelle. La trame Ethernet, pour envoyer au prochain routeur qui lui s'occupera de transmettre le paquet ailleurs, hein, il faut connaître son adresse MAC. Et donc pour connaître son adresse MAC, il faut forcément qu'on soit sur le même réseau. Sinon, l'arquette RP, on ne recevra pas la réponse. Donc forcément, la machine doit, euh, le routeur doit être sur le même réseau pour pour mettre son adresse IP d'adresse de routeur. Sinon, ça ne fonctionne pas. Tout ça parce que c'est lié au mécanisme d'ARP et du codage des systèmes d'exploitation qui font que quand le routeur, en fait, votre- quand vous êtes connecté, ce qu'on appelle être connecté à un réseau, ça c'est, moi je suis sur 192.168.1.0, je suis connecté, c'est mon adresse IP, ça me donne une route dans ma table de routage, qui fait que je suis connecté, et ça me donne une route, et si le routeur n'est pas dans, qu'est-ce qui va se passer? Si mon routeur, il n'est pas le routeur, il n'est pas dans ma table de routage, l'adresse IP du routeur n'est pas dans ma table de routage, je ne sais pas comment le contacter, hein. Donc c'est comme si je vous dis, allez voir cette personne à l'université, mais vous ne savez pas dans quel bureau elle est, quoi. Donc ça vous sert à rien. Donc il faut que l'adresse IP soit dans le même réseau, enfin le routeur, l'adresse IP du routeur doit être dans un sous-réseau connecté à sa machine. Donc là, on vous donne une, ça c'est vieux ça, une manière de configurer une adresse IP sous Linux. Voilà, donc ça c'est vieux Linux. Maintenant on utilise IP-Link, on n'utilise plus du tout ifconfig. Ifconfig n'est même plus installé sur une Ubuntu même 18, vous voyez, donc genre 2018 c'était plus vrai. Et en plus, je crois que route add default, je crois que gateway aussi n'est plus accepté, maintenant c'est via on utilise. Ça c'est comment mettre une adresse IP sur un routeur Cisco. Ça c'est en théorie, on le fait en TP dans la salle 18, mais on pourra pas le faire cette année. Mais on le fera peut-être avec Filius, je sais pas. Donc là, c'est aussi une chose intéressante qu'on vous montre. D'ailleurs, c'est pas montré sous Linux, donc c'est un peu dommage, parce que ça veut dire que, que Linux fait comme Cisco. En fait, par défaut, la plupart des interfaces sont éteintes. Ça veut dire que si vous arrivez sur une machine sous Linux ou sur un routeur Cisco et que vous branchez un câble sur une interface, il va ne rien se passer. L'interface n'est pas up par défaut. Donc c'est souvent, donc là dans les TP, sous Linux, justement, c'est ce qui fait planter les étudiants, hein. Faut mettre l'interface Ethernet up aussi. Comme là, il y a no shutdown. Voilà, en fait, c'est up sous Linux et no shutdown sous Cisco, donc ne pas être éteinte. Donc là, il y a un exercice. Alors, quelle heure est-il? Non, on va pas le faire. Ah, si, on va le faire. Pour vous, hein. Donc là, on a un PC avec deux adresses IP. Donc voilà, ça peut être vous chez vous, quoi. Vous avez une carte Ethernet, une carte Wi-Fi. Et là, on vous donne des trucs, des adresses IP de destination, et on vous demande si,
si, si c'est du routage direct ou pas, quoi. On fait le premier ensemble. Donc 134, 114, 100 moins 253. Donc là, j'ai une adresse IP en 127/25. Donc ça veut dire que je suis en 134, 114, 100.0 jusqu'à 127. D'ailleurs, on a une adresse IP de broadcast, on ne sait pas pourquoi, dans l'énoncé. Bon, c'est bizarre, mais c'est pas grave. On va faire comme si c'était 126 plutôt. Et donc là, on est dans du routage. On n'est pas, cette adresse IP n'est pas dans un de mes réseaux qui est directement connecté. Donc, c'est du routage indirect. Parce que je vais forcément envoyer le paquet à un routeur. Donc, routage indirect. Vous avez vu? Je vais envoyer un paquet à un routeur. C'est pas dans le même réseau. Donc, c'est indirect. Un routeur. Il est quelle heure? Il est 13. Je vous laisse 2 minutes. Allez, 3 minutes pour le faire. Et après, on corrige ensemble. Ah oui, oui, mais merde. Excusez-moi.
Donc, on continue. Donc là, 128, c'est du routage indirect, hein, il n'y a même pas besoin de réfléchir, hein, c'est vraiment trop loin des autres adresses IP. 193 48 219.1, donc ça c'est un petit piège, hein, slash 25 pour la première adresse IP de la carte Ethernet, ça c'est du coup un réseau en 128. 219.1, c'est un autre réseau, donc c'est indirect. 219 131, c'est dans slash 28, dans le slash 25, donc c'est en point 128. Donc c'est du routage direct. Et 78 12 34 67, c'est trop loin des autres adresses, donc indirect. Et 12, pareil, indirect. Donc voilà. Je répète rapidement. La première, indirect. La deuxième, indirect. La troisième, indirect. La quatrième, direct. Et 5 et 6, indirect. En fait, si vous savez de toute façon faire une correspondance entre une adresse IP et un masque de sous-réseau, si ça correspond direct, ça correspond pas indirect. Oula, ça va être difficile ça. Là. Bon, on va la passer ça. Donc là, il va falloir indiquer euh, les adresses des bonnes configurations ou pas. Donc là, la question, est-ce que c'est une configuration valide ou pas? Donc ça, c'est une configuration. Alors, je vais la faire, on va la faire ensemble, hein. Elle est entre guillemets valide. Bon, elle sert à rien, mais voilà. Elle est valide dans le sens où ça va passer, hein, niveau IP tout est bon, mais elle est invalide dans le sens où elle ne sert à rien. C'est-à-dire que là on est sur une machine qui est connectée toute seule. Pour une configuration réseau de clients, ça c'est mauvais. Parce qu'en gros elle peut pas communiquer. C'est pas une configuration réseau valide dans le sens où elle peut communiquer qu'avec elle-même. C'est pas terrible. On va tout faire ensemble en fait. Alors, attendez, est-ce qu'il y a des pièges? Peut-être un piège là, donc je vous laisse faire. Là il y a peut-être un piège ici aussi. Je vous laisse faire. Et là, il reste deux configurations ici. Voilà, je vous laisse dire si elles sont bonnes ou mauvaises. Donc voilà, on va faire la suite. Donc la configuration numéro 2. Donc on a l'adresse IP en 145 34 78 111. Donc là, tout va bien. On est en slash 26. Là, tout va bien. Et là, on a une passerelle en 145 34 78 65. Donc là, voilà, on se dit, le piège, c'est la correspondance entre la passerelle et l'adresse IP. Donc,
145, 34, 79, 111, page 26. Ça veut dire que l'adresse de réseau est en 64, 130 145, 34, 78, 64. Elles sont donc 65 et donc dans 64. Donc les deux adresses sont dans le même réseau, donc la configuration est bonne. Pour la troisième, 123.013 en slash 25. Ça veut dire que l'adresse en slash 25, la première adresse de réseau sera en .0, 123.0.1.0. Et la deuxième adresse de réseau sera en 123.0.1.128. Là, on voit que l'adresse IP et la passerelle ne sont pas sur le même réseau. Donc, ça veut dire que l'adresse IP, quand elle va essayer d'envoyer un, un paquet à, elle veut atteindre son routeur, en fait, elle ne saura pas atteindre son routeur déjà. Donc à partir du moment où elle ne saura pas atteindre son routeur, et ben, ça veut dire que c'est une configuration non valide. On ne peut pas avoir une passerelle par défaut qui ne permet pas de peut pas être atteinte directement. Donc là, la configuration est non valide. Car je vous rappelle, la passerelle par défaut doit toujours être dans le même réseau que, enfin, quand on met une adresse de passerelle, pas forcément par défaut, hein, une adresse de passerelle, elle doit forcément être dans le même réseau IP que la carte réseau. Donc là, on a un exemple de routage direct. Alors ça, c'est toujours la même chose. On l'a fait 100 fois ça. C'est le RP hein, à chaque fois. Hein. Donc on fait une requête RP, blablabla. Ensuite on fait un routage. Essayer d'avancer plutôt. Là, il y a 4 échanges. Hein. ARP1, ARP2, ICMP1, ICMP2. 6, 5. Alors, on va nous poser la même question. Donc là je vous rappelle, 8 échanges, je vous rappelle. Hein. Donc ARP1, ARP2, ICMP1, ARP1, enfin ARP3 et ARP4, ICMP2, ICMP3, ICMP4. 4 plus 4, 8. On l'a vu plein de fois. On le refera plus précis à un autre moment. Aujourd'hui, je pense l'objectif, on va finir le TD routage aujourd'hui, je pense. Il y a combien de slides? 10. Alors, la table de routage permet à un autre routeur hôte de connaître le prochain saut. Le prochain saut, c'est toujours un routeur. Elle est basée uniquement sur les adresses réseau. Quand le routage est indirect, on indique l'adresse IP du prochain saut. Et l'interface est utilisée, donc là, il peut être facultatif. Ça, je vous montre. Là, par exemple, on le voit, il y a toujours l'adresse interface ici. Donc là, on a l'adresse de passerelle, de prochain saut, l'adresse d'interface. Quand on a une machine, voilà, mon PC avec le VPN, il y a deux interfaces. Là, ça veut juste dire, voilà, j'utilise telle interface, telle interface. En général, c'est pas forcément utilisé parce que globalement, de toute façon, vous avez les réseaux connectés, ils sont toujours liés à une interface, donc ça se fait tout seul. Là, après, il y a un rassemblement structure. Ça, c'est la structure de la route. La structure d'une route, c'est donc adresse réseau, netmask, adresse IP de prochain saut, interface. Sur la représentation qui est globalement ici. Donc leur DDS vous donnera cette représentation-là. Et ça doit être assez proche de ce que j'ai ici. Voilà. Adresse de réseau, masque de réseau, vous voyez, adresse IP, adresse interface. Même Windows le fait comme ça, donc c'est que vraiment tout le monde le fait. Vous voyez là, typiquement, là c'est pas parfaitement juste, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Là, on a l'impression que s'il n'y a pas de correspondance, passer à l'entrée suivante. Sinon, envoyer le paquet au prochain saut, ça c'est faux, hein, c'est ce qu'on a vu. Hein.
En général, la table de routage, après la table de routage peut être. Là, c'est Windows, donc voilà, on sait pas. Là, c'est rangé comme ça, on sait pas trop. Si ça dépend, hein, je sais pas, faudrait regarder sur un routeur Cisco là, qui lui est optimisé pour. En fait, non, même sur un routeur Cisco, on verrait pas parce que l'output peut être simplifié pour les humains. Et bon, faut être sûr là que ce qu'on a vu nous, hein, ce qui est la vérité, c'est que on envoie toujours, c'est pas on trouve une correspondance, hein, d'ailleurs, je pense que sous Linux, l'adresse par défaut, elle est à la fin. Attendez, je sais pas pourquoi. Ah oui, tout à l'heure je voulais avec plusieurs, mais on va aller sur celui-là, là, cette machine. Ah, il fait pareil Linux. Donc, en tout cas, non, c'est pas une histoire que de correspondance. Enfin, ça dépend comment il regarde, si vous voulez, hein. Si le système d'exploitation, il regarde. Là, ouais, j'ai l'impression que c'est le même truc. Même ordre. En fait, si le système d'exploitation regarde les adresses réseau avec les masques les plus petits en premier, oui, ça c'est juste. C'est juste si dès qu'il y a une correspondance, si on regarde les plus petites routes en premier, ok. Si on regarde pas, on les regarde dans l'ordre là dans lequel elles sont affichées, là c'est faux, hein. C'est l'adresse, la correspondance la plus proche à qui on envoie le paquet, hein. On vous donne un exemple. 1.1, 129.11. Donc là, l'adresse de réseau 129.11, c'est là-dedans, hein, vous voyez la 592, ici. Le prochain saut, ça sera 124.321 avec l'interface ETH1. Ça, c'est une question, ouais, voilà. Pourquoi on a besoin de l'adresse IP prochain saut et pas juste de l'interface? Parce que si vous avez un réseau avec 64 adresses dedans, enfin 62 adresses, 62 autres dedans, plutôt, que vous connaissez que c'est ETH1, enfin 64, hein, il y a 62 adresses IP disponibles. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'adresse IP du prochain saut, pas juste de l'interface, hein. C'est parce qu'il faut vraiment qu'on sache à qui envoyer le paquet. Que je vous rappelle, l'objectif, c'est toujours, toujours le même objectif, c'est de forger la trame Ethernet. C'est de mettre cette adresse MAC, la mythique adresse MAC de destination, hein. Donc on n'a pas besoin de connaître cette interface, on a juste besoin de connaître son adresse IP pour pouvoir faire cette requête ARP et lui demander son adresse MAC. C'est juste ça, pour ça qu'on a toujours, toujours l'adresse MAC. Enfin, le protocole ARP pour avoir son adresse MAC. Une table de routage, plusieurs entrées de la table de routage peuvent correspondre. Voilà, c'est ce que j'expliquais. C'est ce que j'ai expliqué. Règle sélectionnée parmi les entrées, la table de routage dont l'adresse correspond au paquet acheminé, celle qui a le plus long masque de ce réseau. Exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, plus il y a de bits à 1 dans le sous-réseau, plus on est proche, le réseau est proche. Donc, plus on va se fier à l'entrée la plus proche plutôt qu'à une entrée très générale. Typiquement, slash 0 match tout, hein, adresse par défaut, match tout. Et si vous avez un slash 24, slash 26, c'est bien plus proche. Donc, on choisira toujours l'entrée avec avec le plus gros masque, le plus nombre de bits de points forts dans le masque. C'est bien plus proche qu'un truc qui matche tout, quoi. Ça, c'est exactement la même chose. Là, on vous montre un exemple avec une route par défaut. Voilà, ça, c'est la route qui correspond. Donc, c'est aucune entrée dans la table de routage ne correspond. Et donc là, typiquement, ce qui est intéressant, là, c'est sur ce réseau, ce routeur ici, là. Donc lui, il a une route par défaut là, qui va sur le. Qui aura une adresse IP dans le réseau 5. Il aurait une route statique. Il a deux routes connectées ici là pour le réseau 1 et le réseau 2. Il aurait une route déclarée de manière statique pour réseau 4 et réseau 3. Mais
qui est intéressant, c'est ces routeurs-là, ces deux routeurs-là. Ils ont deux réseaux connectés, mais pour atteindre tous les autres réseaux, dont Internet, et si je suis sur ce routeur-là, si je veux atteindre Internet, je vais envoyer à ce routeur. Si je veux atteindre le réseau 1 dans ce routeur-là, je vais envoyer à celui-là. Si je veux atteindre le réseau 3, je vais toujours envoyer à celui-là. Donc celui-là, ce routeur, on pourrait lui mettre une route par défaut qui va faire le TH1 de ce routeur. Important. Souvent, ces routeurs, on appelle ça des routeurs d'extrémité. Vous voyez, ils sont à l'extrémité. Après, là, ils sont un peu tous à l'extrémité. Mais... là, il faudrait faire des nuages et un autre réseau pour continuer. Mais en gros, ces deux routeurs-là, ils sont à l'extrémité du réseau. Ça veut dire qu'ils ont, si vous voulez, il y a un seul réseau et là, il n'y a plus de routeurs, quoi. Et donc, ces routeurs-là, eux, en général, ils ont que les réseaux connectés. Réseau 2 et 4 pour celui-là. Et une route par défaut. Donc là, on vous montre une table de routage du routeur qui est là. Ça, c'est sa table de routage. Voilà, donc il y a un truc, une table de routage, vous voyez. Voilà, donc pour ce routeur-là, pour atteindre ce réseau-là, on voit 10.1.3.0 ici. J'envoie ma passerelle, c'est 10.1.1.2. Bon, il n'y a pas. Là, on suppose que 10.1.1 est là, hein, que 10.1.1.2 est ici. Et là, pareil pour 10.1.4.0 qui est là. J'envoie à 10.1.2.2, parce que c'est là. Pour les trois réseaux ici qui sont connectés directement, pas d'adresse de passerelle, parce que si je veux atteindre, c'est mes réseaux qui sont connectés. Quand j'envoie le paquet sur ces réseaux-là, c'est l'adresse IP de mon interface, hein, la passerelle entre guillemets. Ensuite, une route par défaut qui est envoyée ici sur Internet. Donc là, on a un exemple de la table de routage d'un équipement réseau là, de gros réseau, hein. C'est la table de routage RTR doigt 1, le routeur de la doigt, hein. C'est quand même un gros réseau. Et donc là, on voit, là, vous voyez, là, il y a des lettres qui correspondent à des types d'entrées, hein. Là, vous voyez, S, c'est une route statique. Route statique, ça veut dire qu'elle a été entrée à la main par un admin système et réseau. Il y a un gars, il a rentré 10, 10, 10, 15, 4 fois 255, et il faut l'envoyer dans tunnel 3, quoi. À l'interface tunnel 3. Ça, c'est un réseau connecté, donc là, ça veut dire qu'il y a une adresse IP, une interface qui a une adresse IP dans ce réseau-là, dans le VLAN 819. Et là, donc là, O, on a ça c'est des routes OSPF. Ça, c'est des routes qui ont été apprises de manière dynamique via le réseau. Ça, c'est le prochain TD. Et B, ça doit être BGP, je pense. Pareil, c'est des routes dynamiques qui sont apprises de manière dynamique. Nous, on verra, nous, ça, la prochaine fois. Donc là, on voit, ce qui est important ici, quand même, hein, c'est les routes statiques. C'est nous ce qu'on va voir. Donc là, on a dit, typiquement celle-là, je ne l'ai pas abordé, mais on a dit, regardez, pour atteindre ce réseau-là, 134, 114, 60, 128, j'envoie mon paquet à 134, 214, 254.139. Donc là, on sait que la machine, ce routeur, il a une patte dans le réseau 134, 214, 254, 139 quelque chose, quoi, hein. On ne connaît pas le réseau exact, mais il a une patte là-dedans. Et s'il veut atteindre ce réseau-là, qui lui il ne connaît pas, il l'envoie à cette adresse IP. Voilà, et pareil, il a une adresse IP dans ces réseaux-là aussi, là. Les vias sont différents. C'est probablement des réseaux. Les adresses IP sont assez lointaines, donc plusieurs interfaces, plusieurs adresses IP. Donc ça, c'est les réseaux, et ça, donc les réseaux statiques, déclarés de manière statique, et les réseaux connectés. Ça, c'est son déroute, ça c'est important, ça c'est souvent en TP. Comment avoir une adresse IP, une route de réseau connecté sur un routeur Cisco? Trois conditions: avoir une adresse IP valide, avoir une interface up, ce qui veut dire qu'il n'est pas shutdown, et avoir une
connectivité, donc un lien, ça veut dire un câble branché, quoi. Une fois que vous avez ces trois conditions, connectivité, adresse IP valide, interface non éteinte, vous pouvez avoir des routes connectées. Si vous n'avez pas ces trois conditions-là, les routes connectées n'apparaissent pas. Donc là, on vous montre la table de routage d'un PC. Voilà, route moyenne sous Linux. Route print, bon là, -4, c'est que pour avoir IPv4. Regardez tout à l'heure. Et là, on vous demande un exercice. Alors, quelle heure est-il? 41. Et je suis à la... Alors, bon, on va faire ça. Donc, pour la topologie ci-dessous de la table de routage des routeurs. Donc là, il n'y a pas de réseau extérieur. Et il est quelle heure? Il est 40. Voilà, je vous laisse 5 minutes. Et après, on corrige. Et puis après, on arrêtera. L'objectif, c'est de faire une table, voilà, comme on a fait tout à l'heure, hein, avec 4 colonnes, enfin 3 colonnes, il n'y a pas les ETH, donc vous mettez 3 colonnes par routeur, et vous mettez les valeurs, quoi. Donc, une colonne adresse réseau, adresse, masque, et gateway, vous mettez.
voilà, on va commencer. Là, on va faire le routeur R1 pour commencer. Là, j'aurais même pu mettre une petite colonne C là, pour dire les réseaux connectés. Hein, allez, je vais le faire. C. Ouais, là, on commence plutôt. Allez. 001. Je vais le mettre là, connecté. C comme connecté. Si y a C, ça veut dire que c'est connecté. Hein. Ah, mais il y a les adresses. Ok, j'avais pas vu. Donc là, la gateway, soit vous mettez rien. Il y a deux choix, soit vous mettez votre adresse IP. Les deux sont acceptés. D'ailleurs, là, c'est pas. C'est comme ça d'ailleurs. Donc voilà, là, je fais la table. Hein. Là, je fais que les réseaux connectés. Je me fais pas chier. Je fais les choses simples. Donc si je suis sur. Donc voilà. Là, voilà, je fais juste copier quoi. Hein. Je m'embête pas. Donc là, la question, là, on pourrait faire deux choses quoi. Hein. Là, on a deux choix. Hein. Nous, on va faire, nous, on est des vrais admins réseau. Nous, on est des gens qui optimisent. Nous, là, on est sur un réseau d'extrémité. Donc on se dit, ok, maintenant, je fais une route par défaut quoi. Je vais pas chier à faire des lignes en plus quoi. Il faut avoir la flemme dans la vie et du coup, voilà, moi j'ai la flemme de faire des lignes de routage. Donc je la mets, voilà. R1, elle est là. C'est ça. Date de routage de R1 est là. On va passer R2. Vous mettrez tout après. Donc voilà, là je fais pareil, hein, les réseaux connectés. Je fais que lire l'énoncé. Hein. C'est vrai que je parle pas, hein, c'est pas très intéressant. Hop. Là, voilà, là j'ai fait les réseaux connectés. Là, ça devient un petit peu plus difficile du coup, parce que là, c'est plus des réseaux connectés. Donc là, je fais le réseau de R1, là, le 10. Hop, je regarde. C'est un slash 24, hein, toujours, hein, pas de magie, 0/24. Donc là, je suis sur R2. Je veux atteindre ce réseau-là. Donc je forge mon paquet, là, je suis là. À qui je vais envoyer mon paquet IP pour gérer 10.0? Bah, je vais l'envoyer à R1. Ça, c'est un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, mais enfin, je l'ai dit il y a longtemps quand on avait parlé de IP. Hein. Pourquoi IP est un protocole qui est considéré comme pas fiable? Hein, parce que, en fait, si vous prenez un R2, il va envoyer le paquet IP à R1, il lui fait une grosse, ce qu'on appelle une patate chaude. Hein. Il lui envoie le truc, il envoie le paquet, et il lui dit débrouille-toi avec ce paquet, quoi. R1, enfin R2, là, il envoie le paquet IP à R1, et il lui dit débrouille-toi, quoi. Donc en fait, si on a un réseau typiquement avec avec ce que j'ai fait là d'ailleurs, c'est marrant. Si R1, vu que c'est une route par défaut, c'est R2, R1 il peut envoyer un paquet, il lui dit ok, c'est route par défaut, j'envoie R2. R2 il arrive, il reçoit ce paquet là, il peut ne pas connaître la destination lui. Parce qu'on fait la table de routage, lui il n'a pas de route par défaut dans la table de routage qu'on est en train de lui faire. Donc R1 il envoie un paquet à R2, R2 reçoit le paquet, lui il sait ne pas, il peut ne pas savoir quoi en faire. Hein. C'est ça qui est marrant quoi. Et là, du coup, vous avez un problème de routage, votre paquet, il arrive jamais. Et là, vous n'avez pas forcément de mécanismes qui vont vous le dire, hein, parce que IP, c'est pas fiable. Donc là, le dernier réseau, hein, le réseau ici, là, de R3, toujours en stage 24. Et donc, voilà. Et donc, vous voyez, j'ai toujours voilà, je suis ici, j'envoie un paquet sur le réseau, toujours pareil, hein, hop, R3, ici, là, j'ai un réseau dedans. Ça correspond toujours, voilà, c'est simple. Efficace, quoi. Et donc là, c'est pareil, hein, on continue, hein. Les réseaux connectés pour commencer, est-ce que c'est plus simple? Ça demande pas de réfléchir. Et puis, voilà.
voilà, on a la flemme, alors on met une route par défaut, quoi. Voilà. C'est donc ça la réponse. Après, il était aussi accepté. Attendez, là, je vais le faire. Il était aussi accepté pour R1 faire ça, hein. Vous auriez pu faire la version longue, hein. Les deux étaient possibles. Voilà, donc là, à gauche pour R1, vous avez un cas version longue. R3, vous avez une version avec une route par défaut. Mais R2, quoi qu'il arrive, il n'y avait qu'une seule version, hein. Il n'y avait pas de. Il y avait pas de d'autres choix possibles. Donc voilà, il est 52. Donc voilà, c'est l'heure de vous laisser. Voilà, je vais vous laisser faire votre petite récréation hein, chez vous. Et, euh, et puis voilà, donc la semaine prochaine, gros DS, mode noté et tout. Et il y aura quand même un TD, hein. Je pense qu'on fera 8h, 8h30, on fera TD. Et on fera le DS à 8h30. Voilà, et puis après on fera peut-être, ou en fin de séance plutôt, peut-être en fin de séance plutôt. On fera le TD en fin de séance. Et puis voilà quoi, tranquille. De toute façon, ceux qui sont là, vous aurez une bonne note globalement à mon avis. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Puis bon, les autres, voilà, hein, on verra ce qui se passe, hein. Donc voilà, je vous laisse. Et puis voilà, je vous rappelle, hein, si vous avez des questions, des fois, vous pouvez toujours aller sur le chat. Ah oui, là pour le routage aussi, pareil. Alors c'est un peu pourri parce que l'outil ne permet pas de faire mieux. Enfin, l'outil n'est pas fait pour faire du routage, donc c'est pas terrible. Mais si vous voulez faire, alors pour le moment il n'y a que des réseaux simples. Alors, je sais pas si je l'ai mis en ligne déjà. Non, c'est pas en ligne. Mais il y a des exercices de routage sur, je vous rappelle, asker.initurian.fr. Alors pourquoi c'est un peu pourri? Alors il n'y a que des réseaux simples pour le moment, mais ça permet un peu de comprendre quand même la chose, hein. Vous avez un schéma comme ça qui apparaît là, réseau 1, réseau 2, réseau 3. Vous avez donc l'énoncé qui vous donne des adresses IP ici comme ça, et le réseau 3. Et on vous donne, dans cet exercice, vous devez ajouter une route permettant à R1 de contacter le réseau 3. Et là, vous avez les adresses IP. Donc le réseau 3, c'est ça là. Je vais le faire avec vous. J'ai une adresse IP de. Ah oui, mais c'est normal. Donc voilà, donc le réseau, c'est ça. Hop. Et je suis R1, donc j'envoie à l'adresse IP de R2. Et voilà, donc là il y a une petite, voilà, c'est pour ça que c'est un peu pourri par exemple. Donc vous avez le réseau 2, et en gros R1, il est toujours en le numéro de réseau plus la valeur de son routeur, plus 1 du coup. Et R2, il est plus 2. Donc le réseau il est ici, là, hop, et vous mettez, mince, je sais pas faire, hop, et là plus 2, et voilà. Donc pour que R1 contacte le réseau ici, là, il envoie son paquet à R2 ici. En fait, moi, je peux pas générer l'image dynamiquement en fait dans l'outil, hein, je peux pas faire ça. Voilà. Donc après là, on valide. Voilà, je me suis trompé parce que j'ai oublié de faire ip-route add ou ip-route. Donc voilà ça. Et puis il fallait mettre en /29. Donc ça c'est l'adresse. Ça c'est ajouter une route façon Linux. Et là c'est une route façon Cisco. Bon, j'ai oublié ip-route et les valeurs sont bonnes. Donc voilà. Donc c'est ça permet de faire des exercices en plus si vous voulez. C'est pas terrible, mais bon voilà. Je fais avec ce que je peux, quoi. Voilà, je vous rappelle la semaine. Et donc voilà, je vous laisse. Et puis la semaine prochaine, super petit DS.
Et tout va bien se passer. Comment j'éteins l'enregistreur? Le partage d'écran. Aura les mêmes sujets que le précédent. Ouais, ça sera à peu près le même sujet, ouais. De même genre.